Chacun peut-être de se présenter, de rappeler et vos missions actuelles et passées, parce que dans le cadre de la conversation, je pense qu'on fera aussi appel à ces ressorts-là. Je te laisse commencer, Geoffroy. Donc Geoffroy Goffinet, adjoint directeur des autorisations. Donc c'est vrai que j'ai pu intervenir sur une autre casquette récente, mais qui maintenant, ça fait 3 ans, qui était à l'époque de l'autorité bancaire européenne, parce que j'ai eu le plaisir de travailler sur les standards sécuritaires liés justement à l'open banking, les RTS. Et puis donc en revenant, j'ai le plaisir maintenant d'agréer à la fois les nouveaux acteurs qu'on a fait depuis 2018, et aussi donc dans le cadre du Brexit, pas mal de modèles aussi qui reviennent en France. C'est toi qui as lancé la pièce pour ramener le BA à Paris Non, c'est pas moi qui ai lancé la pièce, mais je suis ravi que mes collègues me rejoignent. Voilà, donc en effet une vision à la fois de la partie normalisation jusqu'à maintenant l'agrément et le suivi du marché. Bonjour à tous, Johan Mirkovic, j'ai cofondé Bankin, que je dirige aujourd'hui. Bankin, on est une vieille fintech en quelque sorte, on a été créé en 2011, on simplifie la gestion d'argent. Donc on est une application, 2,9 millions d'utilisateurs aujourd'hui, répartis sur 4 pays, France, Espagne, Allemagne et Angleterre. On est communément appelé ici un agrégateur, bien que je pense que la définition est assez erronée, puisque 80% de nos users connectent une seule banque. Donc ils nous utilisent parce qu'ils sont meilleurs avec Bankin dans leur gestion d'argent. Et on a également une activité B2B qui s'appelle Bridge. Et là, on met à disposition nos solutions de connectivité bancaire à une multitude d'industries, toute la verticale comptable, logiciel comptable, banque privée, acteurs du crédit, courtier, fintech, etc. Bonjour à tous, Franck Guieder, je suis responsable de l'équipe GIDE 255 au sein du cabinet GIDE, qui accompagne des clients sur des missions de conseil en stratégie, missions de conseil en relations institutionnelles et évidemment structuration juridique, pour des problématiques liées aux technologies avancées au sens très très large. Et tu faisais avant ? Et avant, on me demandait plutôt de m'inquiéter que de rassurer. Donc effectivement, je travaillais chez le régulateur à l'AMF et je m'occupais des sujets liés à l'innovation. Ah non, et qui a été d'une grande aide. On t'a souvent invité, mais on t'a surtout vu beaucoup à l'étranger pour montrer à quel point la France pouvait aussi se positionner sur ces sujets et pas être juste le méchant, justement. Je pense que c'est important de le souligner. Merci à tous de vous être joints à nous ce matin. Vous avez pour certains déjà vu le panel précédent, donc je répète pour Johan qui est arrivé un peu après que c'était... on pose à peu près la même question toute la matinée, mais en changeant un peu les angles et les points de vue. Donc le thème est sur les plateformes, l'open banking en général. Ce qui m'a intéressé avec vos parcours, c'était... je vous ai vu, je crois, tous sur cette scène il y a quelques années. En particulier, vous deux, vous étiez ensemble d'ailleurs le jour où il y avait Carlos, dont on parlait tout à l'heure pour Ipagu, mais il y a 4 ans maintenant, je crois, pour débattre justement de l'arrivée de la PSD2. À l'époque, ce n'était qu'une arrivée lointaine. Je me souviendrai toujours de où tu m'expliquais que c'était trop loin pour tes échéances projet à l'époque, parce que tu travaillais à 3 mois et que Geoffroy t'expliquait que ça serait bien de venir lui donner ton avis pour dans 1 an et demi. Et tu savais pas ce que c'était, toi. Ce que j'ai fait. Je crois que tu t'es plié au jeu depuis. J'ai pas vraiment eu le choix. T'as un bureau à Bruxelles, non, c'est ça? Voilà. Et donc, je vais commencer par toi, Johan, justement. Me semble-t-il, le développement fulgurant de services comme le tien, il y en a d'autres, on verra tout à l'heure Tink qui sera sur notre scène, et il y a de nombreux concurrents à l'international essentiellement où tu te développes. Dans chaque pays, il y a 1 ou 2 champions. Dépend quand même beaucoup de ces évolutions réglementaires. Vous êtes beaucoup appuyé sur ces évolutions réglementaires. Et en même temps, quand je vois des prises de position de toi ou d'autres dans votre secteur d'activité, on a l'impression qu'on se plaint aussi parfois de l'application de la réglementation ou de ses déclinaisons locales et opérationnelles comme étant un frein à l'innovation. Alors finalement, c'est un moteur ou c'est un frein ? C'est un peu des deux. Nous, quand c'est lancé en 2011, si je résume, on nous prenait pour des fous. On se connecte aux banques dans un cadre non régulé. Les utilisateurs rentrent leurs identifiants bancaires. Donc c'est quoi ce truc ? Et donc ça a été extrêmement difficile, puisque quand on est dans un cadre non régulé et qu'il y a beaucoup de questions, on ne sait pas si c'est légal, c'est compliqué d'avoir des partenariats, de lever des fonds, etc. Donc dans ce sens-là, les LSP2, qui offrent un cadre réglementaire, rassurent. Donc à partir du moment où la DSP2 est arrivée, c'est un accélérateur de business. On a pu avoir accès aux fonds d'investissement classiques pour des startups auxquels avant on n'avait pas accès. On a pu avoir des partenariats, des nouveaux contrats qui n'étaient pas possibles avant. Donc dans le cadre, l'esprit général, globalement, maintenant on est compris, et donc c'est un accélérateur de business. En revanche, il y a un sujet aussi connectivité technologique, comment on se connecte aux banques. Et là arrive la complexité et une multitude d'incertitudes. Et là, c'est un frein. Je pense qu'on est dans une période où un peu le marché il est figé. Nous, on a une chance, c'est qu'on était là avant. Et on gère cette complexité aujourd'hui. Pour toi, un nouvel entrant ne peut pas arriver là aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué.
Déjà pour nous, moi, je vais à Bruxelles très régulièrement, j'échange, parce qu'il y a beaucoup de confusion. C'est des textes sur lesquels il y a eu des conflits d'intérêts majeurs. Donc une phrase, parce que pour qu'elle soit votée, on l'a mis assez générique, consensuel, mais chaque mot peut être interprété d'une manière différente. Et à un moment donné, il faut construire les systèmes. Mais comment on les construit? Avec un texte qui est parfois flou et des intérêts divergents. Et des applications locales différentes. Et des applications locales différentes. Donc, dans cette période de transition où nous, on a une technologie, il va falloir migrer, nous, on va gérer cette complexité, c'est notre métier. Ça va être compliqué, c'est douloureux, mais on la gère. Mais pour les nouveaux entrants, tant que ce n'est pas stabilisé, c'est quasiment impossible. Comment voulez-vous investir? C'est des millions d'euros en termes de temps homme, de connaissances, etc. Comment voulez-vous investir sur quelque chose où on ne sait pas trop où on va aller? Justement, ce que tu parlais de cette déclinaison et de cette application, donc à part passer du temps à Bruxelles, j'imagine que pour développer commercialement dans les 4 pays que tu as cités, tu vis au jour le jour cette application et cette réglementation locale qui vient de la DSP2. Est-ce que tu vois des différences flagrantes qui toi, ont un impact sur ton développement? Ou c'est à peu près pareil dans tous les pays? En fait, la grande différence, elle va être dans chaque API. Donc en fait, aujourd'hui, on est encore au tout début, parce que la deadline pour sortir les API, c'était le 14 mars. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que pas mal d'API sont encore en retard. Et c'est quand on va rentrer dans le détail qu'on va avoir des grandes différences. Mais c'est même pas forcément par pays, c'est banque par banque, API par API. Donc c'est pas une notion géographique, c'est pas une interprétation locale par les députés ou autres? Non, un passeporting, nous on est passeporté, on est régulé en France avec la CPR, et on est passeporté. J'ai pas eu de difficultés sur des interprétations, je dirais, de réglementation dans ce que c'est une entreprise régulée. Quoi. Par rapport à tes camarades suédois ou espagnols, je crois pas. Ting, sur Robit, vous avez. J'ai pas vu de complexité là-dessus. C'est vraiment banque par banque. C'est là où, connecter banque par banque, c'est là où la complexité arrive. Ouais. Et juste pour bien comprendre, tu as une réglementation qui dit, pour faire très basique, API disponible, toi tu peux y aller, et quand ça marche pas et qu'il n'y a pas, c'est quoi ton recours? T'appelles Monsieur Bourquitaine ou En fait, toute la complexité de ce texte et de cette transition, c'est que c'est un sujet expérience utilisateur, technologie, alors que c'est traité par des personnes réglementation et politique. Et donc, du coup, une API qui marche, qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, la définition, si vous demandez à des banques c'est quoi une API qui marche, et vous demandez à une fintech comme nous c'est quoi une API qui marche, je pense qu'on a une définition complètement différente. Et si vous demandez à 2 banques ou à 2 fintechs, vous avez une définition différente. Donc, je sais pas, moi je pourrais vous dire une bonne API qui marche, mais je suis pas sûr. C'est un peu sévère comme jugement sur la vision banque qui serait encore que régulation sur ce sujet-là, parce que j'avais l'impression que c'était effectivement le discours il y a 2-3 ans, mais qu'un certain nombre de banques, en tout cas ici, est-ce que c'est que de la com, te parlent vraiment beaucoup plus du monde de l'APIisation, du fait qu'elles sont dessus, qu'il y a du business, on en parlera tout à l'heure avec la BNP, on en parlera avec d'autres. Je pense que c'est très récent, et je pense que dans les banques, il y a plusieurs têtes. Déjà, et il y a plusieurs banques. Est-ce que la banque fournit un service de ce qu'on appelle TPP, Third Party Provider, donc AIS, Account Information Services. Donc c'est globalement un service comme nous, comme Banking, qui permet de connecter les comptes bancaires, ou PIS, qui permet d'initier des virements. Est-ce qu'elle le fournit? Si elle le fournit, déjà il doit y avoir des équipes qui du coup se mettent à notre place et qui comprennent ce qu'on dit. Parce que quand on met un doigt sur un point, on dit mais là il y a un truc qui va pas marcher, bien souvent on ne nous comprend pas, sauf si l'acteur en face de nous opère le même service que nous. Donc est-ce que la banque fournit un service de TPP? Donc là, il y a des équipes qui comprennent, mais ces équipes-là, elles ne sont pas forcément comprises en interne par les personnes qui gèrent la réglementation, les personnes qui gèrent la SI ou le top management, etc. Donc il y a plusieurs banques, il y a plusieurs têtes dans la banque. Et on a eu une conversation il y a quelques mois sur tout le débat parlementaire qu'il y avait autour de la DSP2 et un souhait qu'avait votre association européenne, dont tu n'as pas parlé, mais je crois que tu es membre de l'association européenne d'agrégateurs. Oui, on a créé l'ETPA, European Third Party Provider Association, qui réunit l'ensemble des TPP, Third Party Provider, en Europe, pour, je dirais, bien organiser cette mise en place de la DSP2. Et quand je lisais un certain nombre des communiqués que vous faisiez, je me demandais si on n'était pas déjà en train de dire que la DSP2 était morte, il fallait faire la DSP3. Puisqu'on nous parlait que vous réclamiez beaucoup plus d'ouverture que juste ceux des comptes de paiement. Enfin, je suis un utilisateur de tes services. On ne veut pas que le paiement, on veut tout le reste. Si la DSP3, comme tu l'appelles, est gérée comme la DSP2, je préfère pas en avoir. Ça c'est fait. Parce que c'est un gaspillage d'énergie gigantesque. Enfin, moi, mon temps, et le temps que je passe là-dessus pour essayer de faire en sorte que les choses marchent, c'est gigantesque. Et ce temps-là, il est extrêmement précieux dans cette innovation et cette course. On essaye de faire des champions français, des champions européens, sauf qu'on était là, tu disais, en 2014.
C'est long, hein. C'est extrêmement long et on n'est pas encore sorti. Pendant ce temps-là, dans d'autres pays, il y a des choses qui sont beaucoup plus rapides, avec beaucoup plus de moyens. Donc du coup, je ne suis pas sûr que... effectivement, la DSP2 est imparfaite, mais la vraie question, c'est comment on gère ces imperfections. Est-ce que c'est dans un cadre réglementaire? Oui ou non? Parce que si le cadre réglementaire, il y a des forces tellement opposées qui influencent et on arrive sur un texte qui est un truc qui ne marche pas, c'est compliqué. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, la position qu'ont pris les fintechs dans le mode plateforme, c'est notre terme d'aujourd'hui, et en particulier les agrégateurs, avec au moins cette légitimité de par la DSP2, vous permet de convaincre des acteurs non plus pour des raisons réglementaires, mais grâce à une discussion business et stratégique. Ouvre-moi la partie assurance vie, ouvre-moi la partie épargne, parce que tu y as un intérêt, j'y ai un intérêt. Et on fait du business, et tant pis s'il n'y a pas une réglementation qui t'y oblige. Tu parles entre fintech et... agrégateur que tu es, ouais. Et tous les établissements financiers qui théoriquement aujourd'hui n'ont comme obligation avec leurs API que sur un certain segment. Toi, tu as envie de plus. Parce qu'aujourd'hui, tu arrives à avoir ces discussions vraiment en mode business et en disant faisons-le, même si la loi n'y oblige pas. Déjà, nous, on connecte déjà tous les comptes. Donc c'est un fait. 80% des comptes qu'on récupère sont des comptes d'épargne et de crédit, donc ils sont en dehors de la réglementation. Donc en fait, là, on rentre dans une collaboration qui, chaque jour qui passe, la collaboration est plus forte. Déjà parce qu'on est en quelque sorte contraint, mais en plus parce que les mentalités changent. Donc effectivement, typiquement, quand un acteur bancaire a un service d'agrégation, lui, il se dit comment je fais pour mes comptes épargne et de crédit. Donc il a la même problématique que moi. Donc là, on peut discuter. On se dit, oui, essayons de le régler ensemble déjà. Donc en fait, les mentalités changent et oui, on peut avoir des discussions. Mais il y a des discussions sur tous les sujets. L'épargne et crédit, c'est un sujet. L'authentification forte, le redirect, comment fournir une bonne expérience quand il y a un redirect. On a encore pas mal d'interrogations là-dessus. Donc les choses vont de mieux en mieux. Oui. Ton challenge au-delà de l'agrégation, c'est les nouveaux services. À un moment, tu te bats beaucoup à Bruxelles, c'est aussi pour que ta société se développe, tu as besoin de créer des services. Quels sont aujourd'hui les principaux freins au développement des nouveaux services à valeur ajoutée autour de ces offres tu disais que 80% de tes clients n'ont qu'une banque, qu'en fait tu as un front-end pour eux, tu aimerais leur développer des nouveaux services, tu as mis les virements, etc. Quels sont aujourd'hui les freins pour en développer encore plus vite et d'autres, réglementaires et autres, hein, Clairement, les freins, c'est la connectivité. C'est comment connecter une banque. Il faut savoir, parce qu'il y a eu des débats gigantesques sur le screen scrapping. Nous, le screen scrapping, ce n'est pas un plaisir tous les jours. C'est un enfer à maintenir. On est connecté à 350 banques dans 4 pays. Dans une banque, je ne sais pas combien il y a de produits, à la Société Générale, il y a peut-être 2000 produits. Quand on fait du screen scrapping, il faut lire la page web. Alors ce compte-là, c'est un compte courant, ce compte-là, c'est un livret. Ce compte-là, je n'ai jamais vu ce que c'était, c'est un compte débit différé, ça, c'est une assurance vie, c'est extrêmement complexe. Et à chaque fois que l'interface change, il faut le renouveler. Parce qu'ils ne te préviennent pas forcément. Évidemment. Donc, et pour faire des virements, là, l'enjeu est encore plus grand, parce que si à la rigueur, on se plante sur récupérer une transaction, on se plante sur une virgule et c'est pas 100 €, c'est 10 €. L'expérience pour l'utilisateur est désastreuse, hein, mais il n'y a pas un enjeu où il a perdu de l'argent. Pour les virements, c'est quand même un enjeu autrement important, puisque là, on vire de l'argent. Donc il faut une connectivité qui marche et qui soit stable. Aujourd'hui, c'est extrêmement complexe de gérer ces connectivités. Donc tant qu'on n'a pas quelque chose qui est stable, et c'est là où la connectivité via API normalement apporte cette stabilité, c'est extrêmement complexe de se développer à grande échelle rapidement. Si on parlait de 5000 banques en Europe, comment connecter 5000 banques qui, multipliées par 1000 à 2000 produits par banque, comment on fait? C'est quasiment impossible. C'était l'esprit de la DSP2, c'était d'apporter un tuyau unique qui connecte toutes les banques. Ça, c'était l'esprit. Je pense que la réalité du quotidien et de ce qui va se passer dans les 5 à 10 prochaines années va être tout autre. C'est d'ailleurs pour ça que nos entreprises comme nous ont un avenir, c'est qu'on gère cette complexité et on a un asset, c'est nos 2,9 millions d'utilisateurs qui nous permet au jour le jour de faire face à toutes ces complexités et in fine d'apporter un service de qualité, bien que ça nous demande des ressources considérables. Pour finir, ça me permettra d'enchaîner sur Geoffroy. Je me souviens que sur cette même scène, en 2014, tu trouvais que le régulateur n'allait pas au rythme fintech. Toi, tu nous as dit que tu avais changé ton rythme, tu vis à Bruxelles, mais c'est entendu le rythme de l'innovation. Est-ce que tu penses quand même que les choses ont changé, que ce soit régulateur français comme européen en général? Moi, j'ai le sentiment que ça a pas mal évolué, mais je me trompe peut-être. Nous, on a quand même super bien bossé, je dirais, avec la CPR et la Banque de France pour avoir notre agrément. Je trouve que cette collaboration a été un succès et a été plutôt fluide. Je pense qu'à l'inverse, en fait, c'est une acculturation du régulateur et des régulateurs à nos métiers. C'est quelque chose de nouveau. Les métiers de la banque, les régulateurs le connaissent parfaitement. Aujourd'hui, on est dans des interprétations des textes avec énormément de confusion et ils découvrent nos métiers. Donc en fait, c'est plutôt aider les régulateurs à comprendre ce qu'on fait, quels sont nos enjeux, quels sont les risques,
de gagner en quelque sorte la confiance des régulateurs, parce que quand vous avez le secteur bancaire qui vous dit le screen scrapping, c'est pas sécurisé. Comment, nous, à notre côté, on peut justifier que c'est peut-être pas le sujet de screen scrapping, en fait. Parce qu'une API, si elle est mal faite, elle n'est pas sécurisée non plus. Donc, c'est cette relation-là qu'il faut construire. Avant, on ne connaissait pas. Maintenant, on nous connaît un peu mieux. On rentre dans le détail des sujets opérationnels. Les banques qui fournissent un service TPP également commencent à mieux nous connaître et portent nos sujets aussi auprès des régulateurs. Donc, je pense que ce n'est pas forcément un timing du régulateur. Il y a le timing politique qui est très long. On l'a vu, le DSP2, on y est encore et ça a commencé il y a très longtemps. Mais c'est plutôt une acculturation des régulateurs à nos problématiques, alors qu'en parallèle, ils sont très bien au courant des problématiques des banques. Merci. Geoffroy, entre ton passage à l'EB1, dont tu nous parlais tout à l'heure, et ton rôle actuel à SCPR, tu es un peu un témoin privilégié de cette évolution, et c'est pile le timing de la DSP2 dont tu parlais, long ou court, suivant d'où on se place. Est-ce que d'après toi, quelle est ta vision de cette mise en place de la DSP2 à date par les différents acteurs que tu as pu croiser, que ce soit en France ou à l'international quand tu étais à l'EBA? C'est une bonne question. Enfin, il y a eu beaucoup de choses de dit ce matin et j'avoue que je vais en profiter pour donner quelques éléments de contexte aussi par rapport à la réglementation. En effet, quand j'entends dire la réglementation, il y a un problème de décalage de connaissances techniques. En fait, je crois qu'il y a aussi un problème de compréhension de ce que fait un régulateur et ce que peut faire un régulateur par rapport à ces sujets-là. L'agrégation en est un bon exemple, mais on a vécu d'autres choses avant dans le domaine du paiement. On parle de SEPA, par exemple. Et en fait, le régulateur, il n'est pas là pour fixer les normes techniques. C'est tout le problème. Et d'ailleurs, j'étais là, je me souviens les premiers éléments. J'étais embauché à l'EBA en 2014. J'ai commencé à travailler sur le RTS en 2014. Et il va arriver là. Donc ça veut dire qu'on a écrit des règles qui, le temps que tout ça se fasse, on a mis quasiment 5 ans avant que le truc prenne... Et demain, si je veux changer une virgule du RTS, on en reparle, mais on en a pour au minimum 6 mois, au minimum, si c'est une petite virgule. Mais si c'est du plus concret, on va en avoir pour 2 ans. Donc il faut se fixer ça. Donc le rôle du régulateur, je sais que j'ai aussi pas mal communiqué autour le RTS, même si on appelle des standards techniques, ça n'a rien de technique, ça n'a rien de technologique. C'est un cadre de fonctionnement dans lequel on essaye de mettre les acteurs. Alors, ce que j'ai aussi toujours dit, c'est que mettre d'accord des acteurs qui s'opposent quelque part, en concurrence. Alors j'ai entendu, j'étais ravi de voir, en effet, il y a un côté schizophrène de certains banquiers qui peuvent prendre des positions très dures sur l'accès aux comptes bancaires et qui, par ailleurs, font eux-mêmes les services et qui, sur l'aspect où ils offrent les services, ils sont beaucoup plus open. Donc, on est bien conscient de ça. On essaye de mettre, on va dire, un cadre qui fait que ça fonctionne et que les acteurs arrivent à trouver des solutions là où le régulateur, de toute façon, ne peut pas apporter la solution en écrivant ça dans un texte. Et moi, j'en suis persuadé. Toute la réglementation, je pense qu'un bon exemple, par exemple, si on prend CEPA, le marché a trouvé le standard, il l'a écrit, et la commission l'a pris, elle a dit, puisque c'est un standard de marché, on le met. Dans le cas des API et de l'open banking, on n'en était pas là quand la réglementation est arrivée. Et je reviens aussi sur un élément qui a été dit ce matin, qui est de dire, finalement, l'open banking, c'est la réponse à la crise de 2008. Je nuancerai quand même un petit peu le propos, pour rappeler juste qu'en fait, la technologie a existé avant la réglementation. Et la réglementation, par définition, elle rattrape un peu l'innovation, et ça revient au temps du régulateur. On est là, la DSP2 elle est arrivée parce qu'il y avait des services qui se développaient avec une problématique de confiance du client, de responsabilité. Donc la DSP2 elle est là pour réguler des choses qui existaient déjà. Et donc c'est pas une réponse du régulateur qui a dit vous avez fait n'importe quoi et donc on va vous obliger à ouvrir les banques. C'est que ça existait, et que les services développaient, et on a ramené dans le domaine réglementaire des gens qui avaient développé une offre qui était non réglementée, et on a essayé de le ramener. Alors tout n'est pas parfait, on en est bien conscient. On le sait sur l'aspect et là, je vais être je vais pas faire la langue de bois, c'est très hypocrite, la DSP2 sur l'aspect compte de paiement. On le sait tous. Compte de paiement, ok, ça représente 10-20% de les données agrégées. Et de toute façon, et c'est un point aussi qu'on va peut-être aborder sur les nouvelles utilisations, on voit bien que le compte de paiement en soi n'a pas d'intérêt pour tout un tas de services qui se développent aujourd'hui autour de l'open banking. Donc, bien entendu, ça ne peut pas tenir à terme. Alors, est-ce qu'il faut une DSP3 ?
Tout le monde Moi, sait où est j'avoue l'avenir. que- Ce que tu dis, c'est que tout le monde sait où on va. Ah ben, on Mais- sait où on va, comment on y va. La question, c'est l'aspect politique versus l'aspect pratique. Et est-ce qu'il faut une DSP3 Nous, on pense, enfin, Là, d'un si elle point de vue s'appelle personnel- DSP, ça s'appelle encore service de paiement. Hein, je pense. Oui, mais ce que je veux dire, la DSP3 dans l'optique de dire on rayonne Nouvelle au-delà réglementation. et on ouvre au-delà du compte de paiement. Moi, personnellement, je pense que c'est mieux si les acteurs de marché trouvent des solutions par eux-mêmes. Et a priori, ça va le faire. Il y a un moment où, en effet, les acteurs qui eux-mêmes tous vont chercher les données des autres, il y a un moment où il faut qu'ils s'entendent pour que ça fonctionne avec un modèle économique, parce que je pense que le vrai sujet, il était quand même un peu là, et le nerf de la guerre sur l'open banking et la DSP2, c'est quand même le sujet, c'était le modèle économique. La Commission a forcé finalement l'ouverture des comptes bancaires sans financement du modèle quelque part, et ça, on le voit bien, à terme, ça peut sur le reste, ça ne peut pas continuer à fonctionner a priori comme ça. Donc l'objectif, c'est que les acteurs s'entendent pour éviter la réglementation. Si ça ne s'entend pas, il faudra voir en effet s'il y a une DSP3, voir. Et c'est un des problèmes qu'on a eu sur l'open banking au démarrage, il n'y avait pas de normes au niveau européen. Tout le monde nous a dit, allez-y, écrivez la norme. Enfin non, le régulateur, si j'avais écrit quelque chose, ça aurait été déjà de toute façon largement obsolète au moment où il serait rentré en vigueur, et on aurait eu bien d'autres problèmes. Donc là, on voit qu'il y a quand même des normes qui se mettent en place au niveau des marchés. Il y en a une en France avec la STET, il y en a une au niveau du Berlin Group, il y a quelques Open Banking API au UK, il y a quelques initiatives, et a priori, elles ont tendance à vouloir converger de ce qu'on voit de l'extérieur. Et je pense que le jour où on arrivera à ce niveau de convergence et que tout le monde sera d'accord, ou en tout cas il y aura quelques initiatives, là le régulateur pourra peut-être intégrer une partie déjà de ces résultats sur le sujet. Donc oui, c'est long, oui, c'est pas un temps de développement informatique ou de développement business, mais c'est un cadre qui doit tenir justement dans le temps, parce que la réalité, c'est que la réglementation, elle ne se change pas comme ça, et que mettre, et ça j'ai fait l'expérience à l'EB1, 27 autorités compétentes, et en plus on vient de perdre celui qui était peut-être le plus open sur tous ces sujets-là autour de la table, pour s'entendre sur la même signification du même mot, et c'est un vrai challenge. C'est un vrai challenge au quotidien. Je me souviens de débats qu'on avait, toi et moi, mais il y a bien longtemps. Il n'y avait pas encore de DSP2, et c'était pour la DME2 et la DSP1, et où des gens parlaient, tiens, il nous faudrait une DSP2, tu répondais, déjà exploiter à fond la DSP1. Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui qu'à part les quelques points, là on vient d'évoquer un point bien spécifique, de l'amplitude de l'accès au compte et de quel compte, mais la DSP2 c'est pas que ça, il y a plein de choses. Est-ce que tu as l'impression que les acteurs en Europe se sont déjà emparés de tout ce que peut permettre cette DSP2 et ses réglementations associées, ou pour l'instant on est encore qu'au début? Alors, avant de penser à une nouvelle réglementation. Oui, tout à fait. Alors, déjà, un premier point nous qu'on voit, c'est que dans les agréments qu'on fait, d'abord, on a une accélération. Enfin, tous les nouveaux agréments, il y en a de plus en plus. Vous allez voir, entre la DSP1 on ouvrait le marché, parce qu'il faut avoir ça en tête. Beaucoup de gens font la comparaison entre UK, par exemple, et la France. Mais enfin, on n'est pas parti du même point de départ. En France, c'était monopole bancaire, service de paiement, c'est le monopole bancaire. Si vous n'êtes pas banque, vous ne faites pas. Au UK, c'était allez-y, c'est non réglementé, très, très légèrement. Il y en avait 200 le jour où ADSP1 est sorti. Et voilà, il y avait des acteurs qui avaient trouvé leur marché et qui étaient déjà partants. Donc on n'est pas parti du même sujet. En tout cas, ce que moi, on peut constater au niveau de la CPR, c'est que, en termes d'autorisation, à peine la DSP2 entrée en vigueur en 2018, et les premiers agréments étaient donnés, qu'en fait, on voyait que le sens de l'agrégation, tel qu'il était défini par exemple dans la directive, était déjà dépassé. On était déjà sur des usages qui allaient bien au-delà de l'agrégation d'un client particulier qui se disait j'ai 3-4 comptes et je veux utiliser une API pour avoir sur un seul écran mes comptes. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a des gens, par exemple la première logique, c'est des experts comptables qui nous disent nous, on va aller récupérer les données bancaires de nos clients pour faire de la comptabilité. Donc c'est plus, à la rigueur, la notion du client qui va avoir son compte, elle est plus là. On a vu des modèles qu'on a pu agréer autour de la carte de fidélité. Donc au lieu d'avoir une carte de fidélité qu'on utilise, l'acteur va vous dire donnez-moi vos accès au compte bancaire, je vais voir où vous payez, et avec là où vous payez, moi je vais vous donner les points de fidélité. Du scoring de crédit aussi. Du scoring de crédit. Donc on voit qu'on dépasse largement, et on dépasse l'utilisation par le client. D'ailleurs, on se pose des vraies questions en ce moment au niveau européen sur cette définition-là de l'agrégation, parce qu'on arrive à des services qui sont plus rendus aux clients, mais rendus en fait pour des acteurs tiers,
mais pour lequel le client a besoin de donner l'accès au compte pour accéder au service. En même temps, quand tu dis ça, ça m'inquiète parce que ça va un peu dans le sens qu'on disait tout à l'heure sur le timing, parce que tout ça existait déjà pendant l'écriture de la DSP2. Alors certes, c'était des signaux faibles, c'était des petites boîtes qu'on C'était des recevait signaux ici faibles. et qui avaient 3 clients, mais c'est des boîtes qui ont, comme toi aujourd'hui, 5, 6, 7, 8 ans, qui pour certaines ont déjà vendu, mais le scoring crédit, lier l'accès au compte avec des choses, enfin, depuis que tu as commencé, il y avait des boîtes qui faisaient ce genre de choses. Et c'est là où la DSP2, enfin le cadre réglementaire, accélère le business. Parce que quand vous avez un acteur de la comptabilité qui fait la comptabilité pour des dizaines de milliers d'entreprises, il ne va pas se connecter sur un truc où il n'est pas sûr que ça soit légal. Maintenant, ça s'accélère parce qu'il digitalise et il est bien meilleur dans la fourniture des services. Mais ça pose des questions sur la définition de ce qu'était un agrégateur. Et je ne crois pas aujourd'hui, d'ailleurs, juste pour citer ça, qu'on n'ait pas une demande d'autorisation qui aujourd'hui coche pas le service d'agrégation et d'initiation. Donc tous les acteurs qui sont aujourd'hui dans le domaine du paiement... Ils cochent la case. Quoi. Bah, c'est pas qu'ils cochent la case, parce que alors, à la différence de la FCA, nous, quand on coche la case, on s'assure que le service est rendu. Et ça, dans le cas du Brexit, on en avait plein en disant « Ah non, mais on a tout ça, mais en fait, on se sert d'un dixième de ça. » Donc ça, c'est une différence qu'on fait. Mais à nouveau, parce que les FCA ils vont plus beaucoup t'embêter, il y en aura d'autres. Non, mais il y en aura d'autres, mais c'est pas grave, parce qu'il y en a pas mal qui reviennent aussi en France, donc ça nous rassure. Et en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est pas juste qu'ils cochent la case, c'est qu'ils utilisent le service pour de vrai. Alors, la complexité qu'on est en train de voir là, c'est une vision pour le client. Parce que là, le client, nous, c'est ce qu'on regarde en particulier, parce qu'il y a différents modèles de coopération. Et on a évoqué la première table ronde. Il y a les marques blanches. Donc là, le client, en fait, il s'adresse à un acteur connu, une banque, sa banque par exemple, et puis en fait il ne se rend pas compte que le service est offert par un tiers, mais c'est pas grave parce que ce qu'il a besoin de savoir surtout c'est en cas de problème vers qui il se retourne quand même. Donc la marque blanche c'est une première modalité. Il y a en fait ce qu'on appelle le co-branding, donc le co-marquage, enfin peu importe, où c'est un service qui est rendu avec les deux noms. Donc là du coup le client en fait il faut qu'il se rende compte aussi que certes il utilise un service par exemple, prendre le plus simple, un expert comptable pour faire sa comptabilité, mais qu'en fait, il va utiliser un agrégateur à côté pour que l'expert comptable puisse accéder à ses comptes. En cas de problème, il a besoin de savoir avec qui il se retourne. Est-ce que c'est son expert comptable qui offre le service ou pas, ou est-ce qu'en effet, c'est du co-marquage ? Et puis après, il y a à la rigueur des modèles qui sont plus de type redirection, en disant si vous voulez utiliser mon service, c'est bien, mais en fait, il va falloir travailler avec un autre, mais je vous laisse prendre contact directement et contractualiser avec ce tiers et vous me donnez un mandat pour accéder au compte. On a des modèles de coopération qui sont très différents et la difficulté qui va se poser, à mon sens, ça va être pour le client de comprendre à un moment qu'il a donné son accès au compte bancaire. Parce que bien sûr, il veut accéder à un service. Donc il va potentiellement accéder à son compte, il va donner ses identifiants. Puis après, peut-être que le service, il ne va plus s'en servir. Et puis après, il ne va plus se souvenir en fait, qu'il a accès, pour accéder à ce service-là, il a donné accès à son compte bancaire. Donc on a une logique aussi dans le temps de savoir comment le client va se retourner. Donc nous, ce qu'on regarde côté ACPR, c'est tous ces sujets-là. On parlait aussi ce matin des plateformes qui, en effet, de type Trésor, qui offrent un agrément, mais qui, on va dire, package chaque offre client différemment. Il y a une logique aussi de statut, parce que du coup, on arrive avec des acteurs qui, en fait, utilisent un acteur agréé, mais qui, quasiment, s'il avait offert le service en direct, aurait dû être lui-même agréé. Donc nous, en termes de régulation, on a un sujet aussi qui est comment on vérifie que, et bon, c'est la logique du rôle d'agent, de prestataire de services de paiement, comment on s'assure que le client est certain, en effet, que l'agent est bien identifié, avec des fois des réglementations qui peuvent varier d'un pays à l'autre, et comment on s'assure que celui qui offre le service face au client est suffisamment quand même aux normes de la réglementation qui doit s'appliquer. Donc pour nous, en tout cas, c'est un vrai challenge. Donc j'allais dire, la DSP2, en effet, on en est loin encore On voit que déjà, avant même de rentrer en vigueur pleinement, elle a été déjà largement utilisée et au-delà de ce qui était prévu. Alors, je ne dis pas que les textes c'était pas connu, mais en tout cas, les textes tels qu'il est écrit, si vous regardez ces nouveaux services-là, ils sont déjà dépassés en fait dans la façon dont les services sont aujourd'hui rendus. Donc là-dessus, on accompagne, on regarde, on travaille beaucoup au niveau européen maintenant. Enfin, l'EBA vient à Paris, ça va nous aider pour les déplacements, mais enfin, ça changera pas la façon dont ça se passe en réalité. Hein. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a beaucoup plus d'échanges grâce à la DSP2, au fait que l'EBA a eu un rôle dans le domaine avec tous nos homologues européens. Et on a, nous, en tout cas la CPR aussi, l'objectif de dire, des fois on a des bonnes idées, mais plutôt que de les avoir seules, on préfère les avoir en commun. Et donc sur pas mal de sujets quand même, on a des évolutions qui se font. On a les Q&A de l'EBA aussi qui vont aider, j'espère, à clarifier les textes quand ils ne sont pas clairs. C'est un gros travail, c'est lourd, mais ça commence à venir. Si vous regardez le site de l'EBA, vous allez voir qu'on délivre de la réponse aux questions, mais on essaye surtout de le faire de manière harmonisée, qu'on ne se retrouve pas en effet
après avec des arbitrages réglementaires qui ne soient pas souhaités. Merci pour ce développement. Je vais passer à Franck. Tu as quand même un parcours effectivement assez large qui te permet sans doute d'avoir pas mal d'avis sur ce qu'on vient d'évoquer ce matin dans la table ronde d'avant et celle-ci. En fait, ma question va être assez simple. En passant de l'AMF à maintenant Conseil, tu as vraiment vu des deux côtés de la barrière. Comme je disais tout à l'heure, le procureur et l'avocat. Donc c'est sur ce sujet, open banking, régulation versus innovation. La parole est à toi. Merci. Non, mais déjà, je pense qu'on a de la chance en Europe parce que c'est vrai que, très honnêtement, pour être passé effectivement du côté, je ne sais pas si c'est obscur ou clair de la force, mais en tout cas, avoir franchi la ligne, je ne constate pas beaucoup de différence en termes finalement d'observation, de langage et même d'activité, puisqu'on est dans une zone, je vais parler de la zone de l'Union européenne, qui, contrairement à d'autres, ne fait pas semblant ni d'ignorer l'innovation, comme dans certaines grandes juridictions, où on fait semblant que l'innovation n'est pas vraiment là et les règles existantes s'appliquent ad vitam aeternam à tous les types d'acteurs, qu'ils soient positionnés sur les métiers dont on vient de parler ou sur la blockchain par exemple. Et on ne fait pas non plus semblant d'ignorer les risques. Parce qu'il y en a aussi, et il faut bien traiter et adresser toutes les problématiques qui naissent en fait des nouvelles applications. Il y avait écrit tout à l'heure Platform is the new black. On est vraiment là-dedans, c'est-à-dire forcément on crée des nouveaux types de plateformes, des nouveaux types d'intermédiaires, des nouveaux types de chaînes de responsabilité, et donc il faut adresser les nouveaux types de risques. Et c'est bien ce qu'on fait nous au quotidien avec nos clients. Mais alors pour répondre à ta question, ce que j'observe en écoutant mes voisins et mes clients au quotidien, c'est que je ne pense pas, maintenant je peux le dire, que les régulateurs pourront rester neutres d'un point de vue technologique à long terme. Je précise ce que j'entends par là, c'est-à-dire que la neutralité technologique, c'est un des points fondamentaux dans la manière de réguler, de normaliser les activités, notamment dans le domaine bancaire et financier. Pour autant, on voit bien que puisque Platform is the new black, on est bien obligé de parler de technologie au quotidien. Et j'entendais Johan qui disait qu'on devait savoir ce qu'une API qui marche, ce que c'est. J'entends aussi mes clients me dire souvent, j'ai besoin de savoir ce qu'une blockchain qui assure la continuité des activités veut dire. J'entends encore d'autres clients qui me disent au quotidien, j'ai besoin de savoir ce qu'un outil d'intelligence artificielle, savoir s'il ne crée pas de biais excluant, par exemple, veut dire. Donc tous les grands principes dans la loi, et notamment dans le droit communautaire, existent. Donc je ne pense pas, par exemple, qu'il faille aller sur un DSP3 tout de suite. Ils sont bien là, ils permettent d'ouvrir la concurrence, ils donnent les bons outils juridiques en droit communautaire et du coup en droit national aussi, suffisants à mon sens compte tenu de l'évolution de ces marchés, mais ils ne sont pas suffisants. Et ils ne sont pas suffisants parce qu'on pense immédiatement, quand on veut les préciser, à ce que tu disais, Geoffroy, à juste titre, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans notre jargon réglementaire aux outils de convergence technique, donc les RTS, les ITS, bref, tous les instruments juridiques qui vont permettre de préciser d'une manière engageante et donc obligatoire ce que veulent dire les notions dont on vient de parler. Pour autant, dès lors qu'on ouvre ces sujets, et pour l'avoir fait aussi à l'ESMA beaucoup, ça prend du temps. Donc, il ne faut pas attendre non plus des réponses aux questions que posait Johan dans ces outils de convergence technique. Alors, quelle est la solution ? Moi, j'en vois plusieurs. La première, c'est de regarder la réalité en face et de dire aux régulateurs, qu'ils soient européens ou français, vous avez beau me dire qu'il faut rester neutre d'un point de vue technologique, ce que vous écrivez dans la loi ne me suffit pas à comprendre la manière dont je peux, soit moi, en tant que banque, par exemple, mettre en œuvre ce qu'on m'impose, soit en tant que fintech, exiger aux banques compte tenu de ce qui est écrit dans la loi. Et donc, il y a sans doute un intermédiaire entre les normes techniques engageantes et rien. C'est sans doute, alors c'est des bonnes pratiques, c'est des cahiers des charges. Moi, je crois beaucoup aux cahiers des charges techniques qui seront sans doute des instruments de précision de la réglementation et des lois, qui ne viendront pas forcément de réglementation sectorielle. Là aussi, c'est souvent une erreur d'attendre de la réglementation sectorielle, en l'occurrence que bancaire, des réponses. Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas assez vite dans les groupes de travail européens ? Et Geoffroy le sait, c'est parce qu'il n'y a pas forcément les bons experts autour de la table. Et il faut le dire, c'est-à-dire qu'il y a des gens très bien, très intelligents, qui maîtrisent parfaitement le système normatif européen, qui maîtrisent souvent parfaitement leur secteur. Mais dès lors qu'on parle de nouveaux sujets, les API sont quand même des sujets qui ne sont pas complètement nouveaux, mais qui sont de plus en plus techniques. La blockchain, ce n'est pas le sujet du jour, mais pose aussi beaucoup de questions. Et ben, ça prend encore plus de temps à normaliser dans des textes qui sont censés simplifier la lecture des textes européens.
Donc moi, je crois beaucoup en cette évolution réglementaire, c'est-à-dire à la fois ne pas vouloir trop aller loin dans les grandes définitions et dans les grands axes réglementaires qui, à mon sens, suffisent, et donc dans les fondamentaux de la loi, mais préciser d'un point de vue très opérationnel et faire en sorte que la régulation s'opérationnalise dans des précisions qui pourraient venir des acteurs. Est-ce qu'on a les bons profils dans ces métiers-là? Je pense. Alors les profils, en fait, c'est monsieur, c'est Johan. Ah, tu vas passer au régulateur, Johan? Pardon? J'ai l'impression d'être régulateur, en quelque sorte. Je suis plus parfois chez les régulateurs que dans mes bureaux. Mais il a raison. C'est-à-dire que donc, monsieur passe du régulateur au privé, toi tu vas passer du privé au régulateur. Exactement, et c'est bien ça la plateforme. Non, en fait, je pense que typiquement, les acteurs, lorsqu'ils sont bien accompagnés, peuvent aller proposer aux institutions des solutions opérationnelles sur la réglementation. Et c'est ce qu'attendent aussi les institutions européennes, les autorités nationales. Je pense qu'en France, ils l'ont démontré. La CPR fait plein de consultations, l'AMF en a fait aussi. Les consultations, elles ne sont pas là juste pour exister. Elles sont là pour dire, avez-vous des idées? Parce que moi, j'en ai pas. Ou avez-vous des idées? J'en ai, mais j'ai besoin de les challenger. Au niveau européen, les institutions européennes, le Parlement, la Commission européenne attendent systématiquement des propositions qui viennent des acteurs. Alors ça prend du temps, c'est vrai, c'est un peu pénible, mais c'est les acteurs qui doivent proposer aussi des solutions opérationnelles pour éviter que par la norme réglementaire, on les enferme dans une norme qui leur convient pas et faire en sorte que ça marche. Si je peux me permettre, on vient d'évoquer le timing. Entre une discussion qui avait lieu en 2015 pour ADSP2, une mise en œuvre, si tout va bien d'ici la fin de l'année, le temps où les gens se mettent d'accord, la technologie elle a changé 5 fois, quoi. Ben oui, c'est pour ça que... si tu mets dans la loi le code, entre guillemets... Non, c'est pour ça que je parle de cahier des charges. C'est-à-dire que quand je dis cahier des charges techniques, je parle de préciser les principes, c'est-à-dire aller un peu plus loin dans la question qui est posée. Voilà. Pas forcément dans la réponse définitive. Ça peut être des bonnes pratiques aussi. Il peut y avoir plusieurs solutions. Mais s'il y a une base en fait, qui existe, quel que soit le niveau de la norme, mais si possible pas trop engageante, pour ne pas fermer justement la concurrence technologique, l'évolution technologique, etc., alors ça permettra aux institutions d'imposer un peu plus de choses aux acteurs qui ne joueront pas le jeu, par exemple. Parfois, ça existe. Peut-être juste une remarque, un point qui me fait rebondir sur la partie réglementation. Elle est quand même ultra aujourd'hui regardée par le monde entier, en fait, la réglementation des SP2 et RGPD. Alors, on y voit tous des freins qui peuvent être liés à ça. Et ben, les deux réglementations, en discutant avec mes collègues à l'international, on se rend compte que beaucoup de pays regardent et pensent à copier une partie de cette réglementation-là. La monnaie électronique, ça a déjà été copié dans plein de pays. Mais ça a été quand même vu aussi comme un point très positif. Et RGPD aussi, même les collègues américains disent en fait, il va falloir qu'on y passe parce qu'ils se rendent compte qu'eux-mêmes vont être complètement débordés par ce machin-là avec les nouvelles technologies. Donc voilà, il n'y a pas que du bon. Mais enfin, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau international, le sujet est regardé et plutôt vu positivement quand même. Pour finir, avant de passer à une ou deux questions, Franck, justement avec ta nouvelle casquette plutôt côté stratégie, conseil légal avec les fintech, quels sont les principaux on va dire, freins et opportunités que tu vois dans ce sujet open banking et qui te sont remontés par tes clients? Essentiellement, pour l'instant, ils sont tous très excités par ça et on comprend bien que ce soit des grands acteurs ou des acteurs émergents. Moi, je pense qu'il y a encore de la place pour les acteurs émergents. Pourquoi? D'abord parce que j'en vois au quotidien et ils viennent nous voir, et puis aussi parce que je pense que c'est la société en fait qui va faire évoluer le besoin, enfin qui fait évoluer le besoin et donc qui fait bouger les lignes aussi en matière de compétitivité, de concurrence et du coup de droit. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on est tous assez convaincus, j'imagine ici, que la demande d'immédiateté, la demande d'accès à des services d'un endroit qui n'était pas celui où on accédait à ces services jusqu'à présent, et le changement sociétal et social qui s'opère depuis quelques années et qui s'accélère, va de toute façon permettre à des nouveaux entrants d'arriver. Ça, j'en suis convaincu. Mais ce que j'observe de la part de mes clients, essentiellement, c'est les discussions dont on a parlé là, c'est-à-dire comment est-ce que je peux concrètement transformer une définition qui est dans le droit en une réponse très opérationnelle. Et très souvent, ça nous amène à aller discuter avec des institutions pour leur proposer une solution, et très souvent, l'institution dit oui. Et dès lors que vous discutez avec une institution, qu'elle soit européenne ou française, d'une solution précise et très opérationnelle, en général, vous obtenez une réponse qui vous convient. Donc il faut vraiment faire cet exercice, c'est-à-dire ne pas attendre une réponse uniquement dans le droit, d'un point de vue très philosophique, très puriste, très littéral du droit,
Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Mais évidemment, il faut composer avec, c'est bien normal, surtout dans un cabinet. Mais il faut aller proposer des interprétations du droit qui respectent les fondamentaux et les principes. Donc tu étais un régulateur atypique, tu es maintenant côté avocat atypique.